Bienvenue à notre salon, le salon d'édification. Nous échangeons sur des sujets importants de la vie, tous les sujets qui touchent à notre bien-être et qui nous poussent au développement. Aujourd'hui encore, c'est un honneur et une joie, un bonheur de vous retrouver, vous tous qui êtes connectés pour nous suivre en direct. Nous sommes en train de continuer à échanger sur l'identité. L'identité, c'est le point de départ de toute chose. Chacun a une identité. Et ma pensée est, personne n'a deux identités et deux personnes ne peuvent pas avoir une même identité. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect habillement, la relation entre l'identité et l'habillement et aussi l'apport de l'habillement sur l'identité de quelqu'un. Et pour cela, j'avais encore une fois de plus invité Cathy Chilombo qui nous a fait l'honneur d'être là comme conférencière et nous allons la suivre et va nous faire sa dissertation sur le sujet et à la fin, s'il y a des questions, nous allons pouvoir les aborder pour que nous allons les évoquer pour que nous puissions, cela nous permette d'entrer en détail de chaque chose de manière à très bien le comprendre. Alors, voici Cathy qui fait son entrée en image. Bonjour Cathy. Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir encore une fois dans le salon d'édification pour nous édifier tous et partager ensemble des bonnes idées. Voilà, donc nous nous étions entendus et je pense que tu as eu suffisamment du temps pour rassembler certaines données utiles d'informations que tu as sur la relation entre l'identité et l'habillement ou l'accoutrement, si on veut bien qu'on le dise ainsi. Et c'est sur ça que tu nous parles ce soir. Voilà. L'habillement, en fait, est un constat. L'habillement est né d'un constat. Comme tu sais, nos ancêtres, Adam et Ève, se promenaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient en tenue d'Adam et Ève. D'ailleurs, on appelle tenue d'Adam et Ève la tenue naturelle, hein, dans laquelle on est né, avec juste la peau. Donc, ils étaient à l'aise et se promenaient. Ils étaient les préférés de Dieu parce que c'était les deux créatures, les premières créatures de Dieu. Et alors, lorsqu'ils se promenaient dans le jardin, quelque chose est arrivé. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas très plaisant, tu penses, et ils se sont retrouvés nus, alors qu'ils étaient toujours nus. Et, et quelque part, ils se sont rendus compte que quelque chose s'était passé. Ils se sont retrouvés nus. Et ils ont eu le souci de se couvrir. D'où est venu le premier habillement. C'était des habillements d'ailleurs bio, parce que c'était des feuilles qu'ils avaient pris dans le jardin d'Éden et se sont couverts. Se sont couverts les parties du corps stratégiques, disons. Et de là est venu l'habillement de la feuille bio et ils sont passés aux habits en peau de bête et c'était le début de l'histoire de l'habillement. Donc, quelque part, l'habillement est venu d'une prise de conscience. Prise de conscience que les individus Adam et Ève étaient nus. Et ils ont trouvé le besoin de se couvrir. Donc, l'habillement, si on peut ainsi dire, est venu d'une prise de conscience et c'est le souci de se couvrir pour ne pas avoir honte, disons. Donc, quelque part, toute l'histoire de l'humanité et de l'habillement a démarré par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et alors, le rapport entre l'habillement et l'identité, est-ce que c'est pas un habillement? Il y a d'ailleurs un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans l'entretemps, on doit reconnaître le moine par son habit. Comment vous définissez ce rapport?
justement, donc l'habillement a vu jour à partir d'Adam et comment il s'appelle? Et Yves et Adam. Mais dans l'évolution de l'habillement, nous voyons que l'habillement est une identité. Une identité comment? Parce que tu reconnais, bon, il y a un dicton qu'on dit, on reconnaît le moine par son habillement, mais en fait, l'habit ne fait pas toujours le moine, si tu es d'accord avec moi. Donc, quelque part, l'habillement identifie la classe sociale, elle peut identifier un métier, elle peut aussi identifier un état d'âme, elle peut aussi identifier l'origine de quelqu'un. Donc, je m'explique. Par exemple, l'habillement, l'origine de quelqu'un. Quand tu vois les Arabes habillés, ils s'habillent d'une certaine manière. Tu sais tout de suite que, celui-là doit venir sûrement des pays musulmans. Tu vois un Africain habillé, tu te dis, ça doit être sûrement un Africain. Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve que les gens aussi s'habillent. Je peux m'habiller comme une femme de Dubaï, hein, si je suis par là, pourquoi pas, pour tout simplement entrer dans cette culture. Faire comme si j'étais des leurs, you know. Donc, quelque part, l'identité liée à l'habillement, c'est vrai que ça peut te montrer l'origine de l'individu, mais aussi peut-être que la personne veut simplement ressembler à ceux-là. Je donne un petit exemple. Un jour, j'emmenais ma petite fille à l'école, nous avions une réunion des parents et en partant, j'étais habillée en pagne comme d'habitude, j'aime bien le pagne, et elle me regarde, elle me dit, Mommy, don't go to my school like that. Maman ne va pas à mon école habillée comme ça. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, oh, because they're gonna think we are African. Parce qu'on va penser qu'on est africain. Et je lui dis, mais we are African. What are you trying to hide? Et la petite était vraiment choquée que je lui ai répondu comme ça. Et c'était vraiment la bonne réponse parce qu'elle m'a plus jamais posé la question. Donc, elle voulait m'interdire de m'habiller en africaine pour qu'à l'école, on ne pense pas que nous sommes africains. Et je lui ai dit, ma petite, on est africain. Et ça va le rester toute ta vie, que tu le veuilles ou pas. Et depuis, elle a grandi et aujourd'hui, elle adore s'habiller en africain. Elle aime beaucoup s'habiller en tenue pagne parce que ça montre qu'elle n'est pas américaine, noire américaine, mais elle est africaine. Donc, quelque part, l'habillement, c'est une distinction. Alors, il y a l'habillement aussi qui va de la classe sociale. Lorsqu'on étudiait les princes, les rois de France, Louis XIV, Louis XIII, Richard au cœur de Lion, Madame de Pompadour, tu les reconnaissais par leur habillement. Donc, l'habillement royal, par exemple, un roi, tu voyais comment il était habillé, il y avait toute une tenue, tout un agencement pour reconnaître le roi. Quand tu voyais la reine, elle était différente de la princesse parce qu'elle portait une couronne, elle avait sa baguette en main, elle avait le sceptre, elle avait tous des instruments qui désignaient qu'elle était reine. Quand tu vois un prêtre, que ce soit catholique ou un prêtre orthodoxe, tu les reconnais par leur habillement. L'accoutrement est tout à fait différent. Donc, quelque part, la classe sociale, bon, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, hein, parce que lorsque tu vois les gens vraiment sapés, hein, avec les tenues de Versace, des Gucci, il n'est pas dit nécessairement qu'ils sont riches. À l'époque, quand tu voyais quelqu'un de la classe sociale ou de la haute aristocratie, tu savais que celui-ci, il est de tel rang. Mais aujourd'hui, tout le monde peut s'habiller très, très bien, mais il n'est pas nécessairement dit qu'il est riche. Quand tu vois dans mon pays et dans ton pays, le Congo, il y a eu le phénomène de la sapologie ou la sape.
tout le monde veut saper, tout le monde veut bien l'habiller, bien paraître, bien parfumé, bien coiffé. Il n'est pas dit qu'ils sont tous de la haute classe. Quand tu vas chez eux, tu te rends compte que, bon, il y en a d'autres qui vivent carrément dans des taudis. Mais leur souci, c'est de bien s'habiller et de bien paraître. Alors, le vêtement est aussi un état d'âme. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans la dépression ou qui est sans domicile fixe, comme on les appelle en Europe, ici on les appelle les homeless, tout de suite tu vois que cette personne est un sans-abri. Pourquoi? Parce qu'il a un accoutrement un peu Bizarre, blessé, voilà, négligé. voilà, négligé, ne s'est pas lavé. Tu sens tout de suite que il est un sans domicile fixe. Ici, les sans domicile fixe, imagine-toi, Anne-Marie, beaucoup sont des multimilliardaires. Beaucoup étaient des gens de la haute gamme, des savants. Mais pourquoi? Ils ont disjoncté et se sont retrouvés dans la rue. Donc, quelque part, il est peut-être homeless aujourd'hui, il est sans domicile fixe, mais il était quelqu'un dans la vie passée. Tu vois? Alors, l'état d'âme, c'est quoi? C'est ton identité, quelque part. Quand tu vois quelqu'un qui est dans une dépression, une grande dépression, qui s'habille toujours des habits un peu sombres, tu as, disais-je, tu as un code. Le vêtement est aussi un code. Quand tu vas en Chine, quand il y a deuil, tout le monde est habillé en blanc. En Chine, tu ne vas jamais à une réunion d'affaires en blanc parce que c'est un habit de deuil et on ne t'accueille pas. Le contraire de Tandis chez que, nous, alors. s'il te plaît, Le contraire de chez nous, alors. tout à fait. Chez Chez nous, nous, on c'est s'habille en noir. En noir, nous avons copié le modèle occidental qui nous a tout à fait. appris à nous habiller en noir quand il y a deuil et Tout le à fait. blanc plutôt c'est net. Tout à fait. À l'Atipili. Donc, tout le monde est en noir. Tout à l'heure, lorsque je regardais les funérailles de la reine, ben, tout le Parlement était habillé en noir. Tout le monde est habillé en noir. Pourquoi? Parce que ça illustre qu'ils sont dans un état de deuil. Tu vois? Ouais. Alors, dans les pays, par exemple, comme au Congo, encore, dans notre pays, le Congo, bien aimé, quand il y a une fête, que ce soit de mariage coutumier, que ce soit même les deuils maintenant, tout le monde s'habille en uniforme. Donc, l'habillement est aussi un signe de lien. Nous nous habillons en uniforme parce que nous formons une famille où nous sommes liés par une seule cause. Et cela est très vrai encore pour les corps de métier. Quand tu vois un docteur, les docteurs s'habillent avec leur blouse blanche. Tu sais que c'est un docteur. Les infirmières, je t'en prie, les infirmières ont aussi leur tenue. Les pompiers ont leur tenue. Les magistrats ont leur tenue. Et tu peux citer tout plein de corps de métier qui ont leur tenue parce qu'on les reconnaît par le vêtement qu'ils portent. Ah, tel et de tel métier. L'identité, parce que tout à l'heure, comme tu as dit, il y a une manière de s'habiller qui détermine, qui exprime tout de suite ce que la personne est. Donc, il y a une manière qui est reconnue à certaines personnes venant d'un coin quelconque du monde. Mais aujourd'hui, il y a un peu les gens, il y a un certain démarquage. Les gens vont vers les autres cultures. Mais est-ce que cela présente un impact négatif? Est-ce que ça dérange quelque chose dans l'identité de quelqu'un? Tout à fait. Par exemple, je me rappelle le temps où j'étais enfant, chez nous, une femme d'un certain âge devrait s'habiller en pagne. Mais aujourd'hui, bon, ce n'est plus ça. Nous sommes toutes en pantalon, le plus souvent, même au pays, sans tenir compte de sa présentation physique. Parfois, bon, ce n'est toujours pas
très décent pour certaines formes des corps, mais bon, nous y sommes tous. Est-ce que ça dérange quelque chose dans l'identité de quelqu'un ou ça reste juste bon, un choix d'habillement? Absolument, Anne-Marie, tu as touché un point très très sensible, c'est que aujourd'hui, l'habillement attaché justement à l'identité, c'est un peu dilué. Dilué, pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus faire leur âge. Ils veulent encore cacher leur âge. Et je vois beaucoup de mémés, elles vont dans les sections juniors pour acheter des vêtements. Pourquoi? Parce qu'elles veulent paraître plus jeunes que leur âge. Donc, quelque part encore, il y a quelque part, les gens veulent effacer leur identité. OK? Alors, d'un autre côté, il y a des jeunes filles qui ne sont pas bien trained, comme on dit ici. Elles n'ont pas, voilà, elles n'ont pas été bien moulées, hein, elles n'ont pas grandi dans les moules de nos grands-mères, hein, où il fallait porter une robe assez en dessous des genoux pour ne pas frustrer, les gens avec lesquels qui t'entourent, disons, pour être propre, pour être poli. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de jeunes filles, au lieu de se cacher, de cacher leur nudité, elles dévoilent leur nudité. Donc ici, nous assistons encore à un décalage, une perturbation dans l'identité, de l'identité, surtout de la jeunesse, de la jeunesse, bon, parlons du Congo, pour ne parler que de celle-là, il y a un problème d'identité. La jeune fille ne sait plus se voiler. Elle pense qu'en montrant toutes les parties de son corps, elle devient beaucoup plus désirable, ce qui est tout à fait faux. Parce que quand tu regardes le tout premier métier du monde, qui est la prostitution, une prostituée, tu la reconnais à sa tenue. Tu vois qu'elle est habillée pour attirer et pour passer à l'autre étape. Et aujourd'hui, nous voyons nos jeunes filles qui offrent tout leur corps, au lieu de le cacher comme Adam et Ève, elles préfèrent se dénuder. Et ça, c'est vraiment un signe de crise d'identité dans une société. À l'époque, les papas se regardent dans les yeux, la jeune fille baisse les yeux. Aujourd'hui, c'est la jeune fille qui challenge le papa et le papa est obligé de poser ses yeux quelque part parce qu'il ne peut pas voir tout ce qui sort de la jeune fille. Donc, nous avons une crise d'identité. Nos mamans nous emballaient dans les pagnes. Les mamans de l'époque, nos grands-mères, elles s'emballaient dans les pagnes. They will make sure qu'aucune partie de leur corps ne se voyait, même les bras. Les bras étaient même cachés. Pourquoi? Parce que c'était un signe de pudeur. On voulait garder cette prudence, cette pudeur. On ne voulait pas être confondu à une prostituée. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement bouleversé. On pense que être sexy ou montrer tout son corps, c'est un signe d'excellence, ce qui est tout à fait faux, tu vois. Donc, moi, j'aimerais vraiment encourager nos jeunes filles à revenir dans les valeurs sûres qui étaient la décence, la pureté d'un individu, d'une jeune fille, et non essayer d'exhiber tout ce qui est privé, qui n'appartient qu'à ton être cher. Je me souviens encore d'un bel exemple que j'ai toujours, quand mes petites sœurs descendaient de la Belgique, elles rentraient à Kinshasa, c'était la mode de mini-jupes. Elles aimaient beaucoup les mini-jupes. Et ma grand-mère, dès qu'elle allait accueillir sa petite fille qui descendait de l'avion, la trouvant avec une mini-jupe, ma grand-mère qui regarde scandalisée, elle fait « Oh mon Dieu, tailleur, elle dit à ma petite sœur, oh, le tailleur n'a pas eu assez de tissu. Attends, je vais te donner ton pagne, comme ça on va rapiécer.
Et ma petite sœur rigolait, elle éclatait de rire. Elle dit, mais non, non, grand-mère, c'est comme ça que ma jupe est. Et ma grand-mère était restée choquée. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison, elle se posait des questions. Et on lui a dit, non, c'est la mode. La mode, elle était complètement choquée parce qu'elle ne se retrouvait pas dans cette mini-jupe. Tu vois? Donc, tout ce décalage est à ajuster. Et si on l'ajuste pas, on reste dans une confusion. On ne sait plus qui est qui. Les femmes mariées veulent être plus sexy. Les grands-mères ne veulent pas grandir. Elles vont choper dans les rayons des juniors ou des ados. Tu vois qu'il y a un décalage horaire, tout simplement. Mais quand vous parlez, vous mettez l'accent sur la jeune fille. Mais non, moi je pense que la jeune fille, elle est tout simplement victime. Vous étiez jeune fille un jour, vous aviez un bon modèle devant vous parce qu'en ce temps-là, ça allait assez bien. Mais aujourd'hui, ben, c'est des gens, vous trouvez des femmes à la quarantaine, la cinquantaine qui s'habillent presque. Il y a une expression que j'aime en Swahili, on dit en avant la bouchi. Donc, elle s'est carrément habillée en nudité. Donc, pour essayer un peu d'exagérer sur le manque de pudeur de la personne qui s'habille, c'est juste un morceau d'habit. Tout le monde veut exposer son corps et ça commence par les personnes âgées d'abord, femmes comme hommes, et puis peu importe le statut ou le rang social ou le statut, les gens le font. Et alors, la jeune fille qui venait tout de suite d'être petite fille, bon, où est-ce qu'elle trouve le bon modèle pour le copier? Donc, c'est un peu difficile. Justement, mais tu as touché un petit point, Anne-Marie. Tu as dit, elle est victime. Elle est victime de quoi? Elle est victime de la mode, de tous ceux qui veulent vendre leurs marchandises légères. Tu vois? Je parle de toute l'industrie de la mode, de l'habillement. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse la jeune fille à être à la mode. Mais la mode, qu'est-ce que la mode nous offre? Elle nous offre des habits tout à fait, tout à fait, je ne dirais même plus des habits, c'est vraiment de la nudité. Ouais. Voilà, il y a un commentaire que je viens d'afficher là sur l'écran. Si tu le vois, tu peux le lire et puis tu vas faire ton commentaire dessus. Là, je ne le lis pas très bien, comme il est tout petit. Voilà, moi, je lis à ta place. Le commentaire est fait par Tumba Mwakalala Chilombo. Je pense bien c'est ta sœur. Elle dit, la pression sociale fait qu'une identité unique et marginale, inconsciemment, on copie. Inconsciemment, on copie l'identité des médias et des standards de mode imposés. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quelque part, on doit revenir encore à nos tenues de base. Comment est-ce que nos grands-mères, nos mamans s'habillaient? Elles étaient très belles, elles étaient classe. Hein? Elles étaient épousables. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les jeunes filles, tu te demandes est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle est sur le marché? Il y a tout un déséquilibre. Il y a tout un déséquilibre qu'il faudrait fixer. Et je crois que ça, c'est le travail encore des églises, des mamans et de ceux qui ont encore une conscience pour éduquer nos jeunes, la jeune génération, tout simplement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'éducation de la génération aujourd'hui, ce sont les médias, comme bien sûr vient de le dire Tumba. Voilà. Donc, il y a les médias battent le record. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus que des télévisions traditionnelles qui nous demandaient un certain effort. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux avec son téléphone portable. On a tout, on voit tout le monde. Donc, on a la facilité d'imiter qui on veut. Alors, nous sommes en train d'assister à une ère un peu très, très, très difficile. Moi-même, par moment, en termes de climat, quand je suis en Europe, je préfère l'été à l'hiver. Mais quand je considère la manière dont les gens s'habillent en été, pour moi, l'été, je n'aime pas parce que là, c'est tout le monde qui expose, c'est n'importe quoi. Donc, parfois dans la rue, tu as envie de fuir. Eux, les personnes qui exposent leur n'importe quoi, ils n'ont pas honte, mais finalement, c'est toi qui as honte et tu te demandes même si c'est toi qui es anormal.
qu'est-ce que tu fais pour ne pas voir tout ce qu'on t'impose comme ça qui Ben, détruit en fait? moi, généralement, je mets des lunettes fumées parce que je veux pas regarder tout ça. Ça m'écoeure, quoi. Ça fait mal. Je peux pas dire qu'il y a une solution. Je pense que il faut continuer à éduquer ceux qui sont éducables, hein, leur montrer le respect et qu'est-ce qu'un corps? Quel est le symbole d'un corps? Tu gardes ce corps pour qui? Tu gardes ta propreté, ta pudeur pour qui? Parce que aujourd'hui, on assiste à, ça a toujours été, depuis le début, depuis l'Antiquité, il y a un symbole, il y a comment dirais-je, je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Au Congo, on appelle, tu vois, les femmes du boulevard, des bipeuses. Des Oui. bipeuses, pourquoi? Parce qu'elles sont habillées pour attirer le genre de clientèle qu'elle veut accrocher. Alors, Voilà. quelque part, c'est un signal, c'est un code que tu envoies. Quand tu es habillé classe, on te dira, mais elle est bien habillée, elle est tirée à quatre épingles, tu sens que tu es respectable. Il y a des tenues respectables. Alors, quand tu es irrespectable, c'est que tout le monde peut jouer avec toi. J'insiste là-dessus parce que j'ai été vraiment écœurée de voir à quel point les jeunes, même les plus âgés, sont dirais-je, je ne sais plus quoi dire, ils se permettent à eux-mêmes de se déshabiller. À quel point ils peuvent tomber. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Parce que là, tu peux plus t'asseoir avec des parents, tu peux plus t'asseoir avec les grands frères, tu es mal à l'aise. Moi, quand les petites filles passent en mini-jupe, je prends vite un tissu ou quelque chose, je les emballe, je dis, viens un peu, on va les parler. Mais il y Mais a pour des dire qu'il enfants y qui n'aiment a pas se faire. ah, Il y a bien des sûr. enfants qui ne veulent pas se faire corriger. Et quand tu Oui. vas les isoler pour leur parler, tu te dis, mais tu n'es pas mon père, hein, tu n'es pas ma mère. Hein. Ah, ben oui, ça, Ma mère, elle ne dit rien, tu vois. J'avais une petite sœur qui, ici aux États-Unis, elle aimait bien mettre ses petites mini-jupes. Et un jour, j'ai dit à son mari, mais écoute, dis-lui de s'habiller un peu plus long. Et il me dit, mais moi, je l'aime bien comme ça. Ben, je me suis tue. Je n'avais plus rien à dire. Tu vois, quelque part, bon, on n'a plus la main mise sur la société. La société, elle est à la dérive, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que tu peux faire et ce que nous devons faire, c'est garder nos maisons saines, tu vois, éduquer nos enfants, éduquer ceux qui sont éducables. Et le reste, bon, ben, quelque part, c'est triste. Mais c'est comme ça. Comme en on tout cas, que dit, Dieu fasse. au changer, mon kili, yo mon côté. Donc, s'ils comprennent que l'identité est liée au vestimentaire, il y a une certaine classe, il y a une certaine posture, il y a une certaine tenue. Si tu comprends cela, tu seras fier de porter tes habits bien beaux, hein, tes habits qui te représentent, tes habits qui sont ta marque déposée encore et ton parfum. Quelque part, je pense que ce vestimentaire doit vraiment revenir au début, au, au début des temps. Moi, j'aime bien le temps du Moyen Âge. C'était si beau, ces femmes qui s'habillaient avec leurs grandes jupes. On ne peut plus porter ce genre de robe avec les saisons qui changent, mais quelque part, elles étaient belles. Elles étaient notables, elles étaient élégantes. Il y avait une prestance. Tu sentais qu'elles étaient quelque part. Voilà, merci beaucoup à Cathy, ça a été excellent. C'est difficile, nous vivons des temps vraiment monstrueux, des temps, permettez-moi, je vais dire nauséabonds. Ça va très mal aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit en Europe comme en Afrique, en Amérique comme en Asie. Bon, on est en train de constater un peu une grande dépravation des mœurs. Les gens
personne ne veut plus écouter personne, mais bon, nous restons quand même, nous restons confiants, nous restons, nous gardons nos têtes sur les épaules. Ce travail d'éducation, d'édification, nous allons le faire et nous allons continuer à le faire parce que nous avons reçu une mission. Nous ne sommes pas venus sur cette terre juste pour copier tout. On ne va pas copier ce qui est mal. C'est en fait l'objectif de ce salon que nous avons mis en place. Vous aussi, si vous pensez que vous avez une idée positive à partager, s'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez une discipline, une rigueur que vous pouvez partager aux autres, joignez-vous à nous, venez vers nous, contactez-nous. Nous avons mis ce salon en place pour qu'ensemble nous échangeons sur des choses comme ça. Nous allons pour emprunter les mots de Cathy, je vais dire, nous allons éduquer ceux qui sont encore éducables. Il y a toujours un petit reste qui existe. On ne peut pas, ça ne peut vraiment, même si la peste entre, elle ne peut pas toucher tout le monde. Et pour exagérer, je veux dire, elle ne peut pas toucher totalement tout le monde. Il y a toujours un petit reste qui reste, accepter encore une fois de plus la tautologie, qui peut être sauvé pour l'Éternel, le Créateur. Surtout pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui lisons la Bible, pour nous qui suivons la parole de Dieu, nous devons faire la différence. L'identité est aussi attachée à un habillement bien donné. Une personne qui se veut respectable s'habille d'une certaine manière. Elle n'expose pas les parties intimes de son corps. Elle ne s'habille pas n'importe comment. Elle ne s'habille pas salement, mais bon, elle choisit d'être présentable, propre, dégager une bonne odeur. Donc voilà, et son identité est gardée saine. Nous allons nous quitter pour aujourd'hui avec ce sujet, mais le sujet reste vaste. L'identité, oui, mais aussi l'apport de l'habillement, ça reste encore un sujet vaste. Peut-être que vous avez des éléments d'ajout, peut-être que vous avez des points sur lesquels vous auriez bien voulu que nous martelions, mais nous ne l'avons pas fait parce que sûrement vous n'êtes pas intervenu. Alors, pour une prochaine fois, essayez de nous faire parvenir vos idées en commentaire comme en message. Nous sommes toujours disponibles pour pouvoir partager des bonnes idées. Soyez en paix chez vous et vraiment que la paix de Christ soit dans toutes les maisons de toutes les personnes qui composent avec nous cette grande famille du salon d'édification. À une prochaine occasion. Au revoir.